Imaginez un archive, pas un grandiose dépôt au sol de marbre, mais une cave poussiéreuse et oubliée quelque part dans l'Europe d'après-guerre. À l'intérieur des millions de pages rapports procès-verbaux d'interrogatoires notes de service. La plupart concernent des événements grandioses, mouvements d'armée, plans de génocide, procès de criminels de guerre. C'est l'histoire officielle, tonitruante, écrite par les vainqueurs. Mais parmi ces piles de paperasse dans des dossiers anodins se cachent d'autres histoires. Des récits discrets, personnels, presque illisibles. Ce sont des murmures provenant des pièces où des décisions furent prises et des échos des couloirs du pouvoir griffonnés à la hâte sur des feuillets jaunis. Avant de passer à la suite, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien, un like et un abonnement seraient la meilleure des récompenses. Merci. L'une de ces histoires appartient à une femme que l'histoire a presque effacée. Elle s'appelait Angela Hitler, la demi-sœur de l'homme dont le nom est devenu synonyme de mal absolu. Elle n'était ni politicienne ni générale. Elle était gouvernante, la seule femme à avoir partagé un toit avec Adolf Hitler avant et pendant les premières années de son ascension fulgurante. Elle a vu ce que la propagande et les foules en liesse ne pouvaient voir. Elle connaissait l'homme, pas le Führer. Et sur son lit de mort, alors que le monde avait déjà rendu son verdict sur son frère, elle a parlé. Sa dernière confession ne contenait pas de secret d'État, mais quelque chose de bien plus troublant, la vérité sur ce qui se cachait derrière le masque du mal absolu. Ce récit ne parle pas d'un monstre né du chaos, mais de sa création lente et silencieuse vue par celle qui était la plus proche de lui. Cette vérité était si gênante qu'on préféra l'enterrer pendant des décennies. Pour comprendre le poids de ces derniers mots, il faut remonter au tout début dans un monde où le nom Hitler ne faisait pas encore frémir. Angela est née en 1883. Elle était de 6 ans l'aînée d'Adolphe, et leur enfance fut marquée par l'ombre d'un même père despotique, Aloïs. Mais là où le jeune Adolphe grandissait en rêveur amer et instable, Angela choisit la voie du conformisme. Elle devint ce qu'on appelait à l'époque une femme respectable. Elle épousa Leo Robal, un inspecteur des impôts, donna naissance à 3 enfants et s'installa à Linz, menant une vie discrète et ordinaire de ménagère autrichienne. Son monde se limitait à la cuisine, aux enfants et à l'église. Tout changea dans ces années 1920. Son mari mourut, la laissant veuve avec un revenu modeste. Pendant ce temps, en Allemagne voisine, son demi-frère artiste raté et vétéran de guerre se transformait rapidement en une figure politique de premier plan. Il lui écrivait des lettres et en 1928 lui fit une proposition qu'elle ne pouvait refuser. Il l'invitait à Obersalzberg, dans un coin pittoresque des Alpes bavaroises, pour devenir la gouvernante de sa résidence, la Villa Wachenfeld, qui deviendrait plus tard le célèbre Berghof. Pour Angela, c'était une bouée de sauvetage. Pour Hitler, un coup de génie. Paranoïaque à l'extrême quant à sa sécurité et à la loyauté de son entourage, il avait besoin d'une personne en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Qui mieux qu'une sœur, une femme simple, sans ambition, qui lui devait son bien-être. Angela prit ses maigres affaires, emmena ses 2 filles Friedel et Jelly, et partit pour une nouvelle vie. Elle pensait simplement tenir la maison de son frère, dont la popularité grandissait. Elle ne se doutait pas qu'elle entrait au cœur d'un monstre naissant, au centre d'une cour qui deviendrait bientôt le 2e centre de pouvoir du Troisième Reich. Le Berghof n'était pas seulement une maison, c'était une scène. Là, dans ce paradis alpin, affluaient les acolytes de Hitler, Göring, Goebbels, Himmler, Bormann. Des intrigues se tramaient, des plans s'élaboraient, des alliances se forgeaient. Et au milieu de tout cela, invisible aux yeux des étrangers, régnait Angela. Elle veillait à ce que les draps soient parfaitement repassés, que les plats végétariens du Führer soient servis alors que personne ne fume dans sa présence. Elle était un rouage silencieux de la machine assurant le confort et la vie quotidienne de l'homme qui s'apprêtait à plonger le monde dans le chaos. Elle le voyait non pas sur une tribune, mais au petit déjeuner. Elle observait ses crises de colère pour le moindre désordre, ses monologues interminables devant un miroir où il répétait ses discours, son détachement étrange, presque dédaigneux envers les autres. Elle était la gardienne de sa vie privée. Cette proximité lui offrit une perspective unique et terrifiante. Mais avec elle, sa fille fut également prise dans ce piège doré, et cela changea tout. Elle s'appelait Angela Maria Raubal, mais tout le monde l'appelait Gaily. Lorsqu'elle arriva au Berghof, elle n'avait que 20 ans. Vive, charmante, belle blonde, à l'éclatant sourire, elle était l'opposé de son oncle sombre et renfermé. Et il fut fasciné par elle, mais ce n'était pas un sentiment familial sain.
C'était une obsession. Jelly devint un oiseau brillant dans une cage dorée construite par son oncle Adolphe. Au début, cela ressemblait à de l'affection. Il payait ses leçons de chant. Elle rêvait de devenir cantatrice d'opéra. Il lui achetait des vêtements coûteux, l'emmenait au théâtre et au restaurant. Elle devint l'hôtesse officieuse du Berghof lorsqu'il recevait des invités charmant tout le monde par sa jeunesse et sa joie de vivre. Mais très vite, cette attention se transforma en contrôle absolu. Hitler l'accompagnait partout à ses cours pour faire des achats en promenade. Il lui interdisait de voir ses amis sans sa permission. Tout homme manifestant de l'intérêt pour elle devenait immédiatement son ennemi personnel. L'exemple le plus frappant fut celui de son chauffeur personnel et l'un de ses plus anciens compagnons, Emil Morris. Lorsque Hitler apprit qu'une attirance naissait entre Morris et Jelly, il entra dans une rage folle. Il ne se contenta pas d'interdire leur relation. Il renvoya Morris avec des cris et des menaces le traitant de traître. Le contrôle devint total. Jelly vivait dans l'appartement de Hitler à Munich, sur la Prinzregentenplatz, tandis qu'il occupait l'étage supérieur. Il pouvait entrer dans sa chambre à tout moment. Il vérifiait son courrier. Il l'interrogeait après chaque sortie. Pour Jelly, c'était une étouffante prison. Elle voulait partir à Vienne pour poursuivre ses études de chant, échapper à cette oppression. Mais son oncle était inflexible. Leurs disputes devenaient de plus en plus violentes. Le personnel de l'appartement se souvenait des cris derrière les portes closes. L'atmosphère s'échauffait. Jelly se sentait piégée. Dépendante financièrement, émotionnellement, écrasée, privée de toute liberté, ses rêves de scène et de vie libre se brisaient contre le mur de la jalousie et de la possessivité d'un homme qui n'était pas seulement son oncle, mais une étoile montante de la politique allemande dont la volonté faisait loi. Angela, sa mère, voyait tout cela. Elle observait sa fille autrefois si joyeuse s'éteindre peu à peu, tandis que la tension entre elle et son frère grandissait. Mais que pouvait-elle faire s'opposer à son bienfaiteur, son frère tout-puissant, dont dépendait toute sa vie? Elle tenta de lui parler, mais se heurta à un mur de froide colère. Elle devint une témoin impuissante d'une tragédie qui s'approchait inexorablement. Et le dénouement survint le 18 septembre 1931. Ce jour-là, un coup de feu retentit dans l'appartement munichois de Hitler, un écho qui résonne encore dans les sombres couloirs de l'histoire. La version officielle fut simple et concise, un suicide. Jelly Rollball, âgé de 23 ans, en proie à la dépression, se serait tiré une balle avec le pistolet Walter, 6,35 mm de son oncle. Hitler, alors en tournée électorale à Nuremberg, fut, selon la version officielle, dévasté par la nouvelle. La presse du parti présenta cela comme une tragédie personnelle profonde pour le Führer, qui avait perdu sa nièce bien-aimée. Mais dès que la fumée se dissipa, des failles béantes apparurent dans cette version. D'abord le motif. Pourquoi une jeune femme pleine de vie qui la veille encore se disputait avec son oncle à propos d'un voyage à Vienne aurait-elle soudain décidé de mettre fin à ses jours? Il apparut plus tard qu'elle avait écrit une lettre ce jour-là, contenant les mots « pleine d'espoir pour l'avenir ». Ensuite, la scène du crime. Le corps fut découvert le lendemain matin. Jelly gisait sur le sol, une balle dans la poitrine. Mais les indices étaient étranges, son nez était fracturé, son corps portait des ecchymoses. Cela s'accordait mal avec la thèse du suicide. De plus, qui avait trouvé le corps, et quand les témoignages étaient contradictoires. Certains disaient que c'étaient les femmes de ménage, d'autres que Rudolf Hess, un fonctionnaire du parti, était entré le premier dans l'appartement. Enfin, la balle elle-même. Le tir dans la poitrine est inhabituel pour un suicide, surtout chez une femme. Plus important encore, ce qui précéda l'événement, la veille au soir, une violente dispute avait éclaté entre Jelly et Hitler. Il lui avait une fois de plus interdit de partir pour Vienne. Des témoins entendirent des cris. Il partit pour Nuremberg, la laissant dans larmes et désespéré. Un scandale aurait pu détruire sa carrière. En 1931, Hitler n'était pas encore dictateur. Il était le chef d'un parti d'opposition cherchant à accéder au pouvoir par des moyens légaux. Des rumeurs de meurtre, surtout avec une connotation sexuelle, auraient pu signifier sa mort politique. La machine nazie se mit en branle pour étouffer l'affaire. La police de Munich, déjà favorable aux nazis, mena une enquête à une vitesse record. L'affaire fut classée comme un suicide en quelques jours. Toutes les lettres et journaux de Jelly, potentiellement compromettants, disparurent sans laisser de traces. Son corps fut rapidement transporté à Vienne et enterré. Hitler, visiblement choqué, n'assista pas aux funérailles, mais visita secrètement sa tombe plus tard. Il sombra dans une profonde dépression, déclarant que la politique n'avait plus de sens pour lui. C'est après la mort de Jelly qu'il devint définitivement végétarien
affirmant que la vue de la viande lui rappelait son corps. Sa chambre au Berghof et dans l'appartement de Munich fut transformée en sanctuaire où personne n'osait entrer. Il commanda des bustes et des portraits d'elle. Ce deuil semblait presque pathologique. Mais Angela, la mère de Jelly, ne croyait pas un mot de la version officielle. Pour elle, il ne s'agissait pas d'un suicide. Dans des conversations privées, elle était catégorique qu'Adolphe était responsable de la mort de sa fille. Qu'il l'ait tuée dans un accès de rage ou qu'il l'ait poussée à bout par son contrôle tyrannique, peu importait. Sa fille était morte et son frère en était le coupable. Une fracture irréparable s'ouvrit entre eux. La tragédie de Gelly ne fut pas seulement un chagrin personnel. Elle devint un prologue sinistre à ce dont cet homme était capable envers ceux qui se dressaient sur son chemin. Pendant ce temps, au Berghof, une nouvelle femme allait faire son entrée scellant définitivement le sort d'Angela. Le fantôme de Jelly plana longtemps sur la résidence alpine de Hitler. Sa chambre resta intouchée comme un mémorial. Mais le vide dans la vie du Führer demandait à être comblé. Bientôt, une nouvelle figure apparut, Eva Braun. Jeune frivole à politique et surtout totalement soumise. Elle était tout ce que Gelly n'était pas, elle ne défiait pas, n'avait pas d'ambition propre et était prête à vivre dans l'ombre de son puissant amant. Pour Angela, l'arrivée d'Eva fut la goutte d'eau. Cette gouvernante stricte et conservatrice méprisait cette vendeuse d'un magasin de photographie. Elle la voyait comme une opportuniste superficielle, indigne de prendre la place de son frère et encore moins de profaner la mémoire de sa fille. Angela ne mâchait pas ses mots qualifiant Eva de sotwa dans des conversations privées. Ce n'était pas seulement un conflit entre deux femmes, c'était une lutte pour l'influence à la cour. Eva avait un allié redoutable, Martin Bormann, l'un des intrigants les plus rusés et impitoyables du Reich. Devenu secrétaire personnel de Hitler, Bormann éliminait méthodiquement quiconque pouvait lui faire concurrence. Angela, directe et peu encline aux intrigues, était une cible facile. Il se plaignait constamment à Hitler de son caractère démodé et de son incapacité à gérer la maison au niveau requis. Il promouvait activement Eva, sachant qu'à travers elle, il pourrait renforcer son influence sur le Führer. Angela perdit cette guerre souterraine. En 1936, elle quitta discrètement le Berghof. Hitler lui acheta une villa près de Dresde. Plus tard, elle se remaria et disparut complètement des radars de la grande histoire. Son départ marqua la fin d'une époque dans la vie privée de Hitler. À la place du dernier vestige de sa famille autrichienne, une femme qui l'avait connue enfant, s'installa une nouvelle cour contrôlée par des intrigants comme Bormann et des maîtresses dociles comme Eva Braun. Angela se retira dans l'ombre et garda le silence. Pendant des années, alors que son frère déclenchait la guerre la plus meurtrière de l'histoire, alors que ses ordres coûtaient des millions de vies, elle vécut une vie discrète à Dresde. Que pensait-elle en voyant le monde brûler sous les flammes allumées par son frère? Ressentait-elle de la culpabilité, de la peur, ou simplement une résignation fataliste? Son silence était assourdissant. Elle était le témoin parfait, mais elle se taisait. Peut-être par peur pour sa vie et celle de ses enfants restants. Peut-être par un reste de loyauté familiale. Ou peut-être comprenait-elle simplement que le monde n'était pas prêt à entendre sa vérité. Elle dut attendre que tout ce mascarade sanglant s'effondre en ruine. Ce n'est qu'alors, à la fin de sa vie, dans un monde qui avait déjà rendu son verdict, qu'elle décida de briser son vœu de silence. Autriche d'après-guerre. Dévastation, pauvreté, honte. Angela, ayant survécu au bombardement de Dresde, vivait désormais à Vienne, s'éteignant dans le silence et l'anonymat. Elle avait plus de 60 ans, était malade, et son passé pesait lourdement sur ses épaules. C'est à cette période, dans les derniers mois de sa vie entre 1948 et 1949, qu'elle commença à parler. Ses paroles ne furent pas enregistrées sur bande. Elles nous sont parvenues sous forme de fragments de notes éparses dans des rapports du Bureau des services stratégiques des États-Unis transmises par des tiers. Mais en rassemblant ces fragments, une image terrifiante et cohérente se dessine. Mon frère, aurait-elle dit selon ses rapports, n'était pas celui que vous pensez. Cette phrase devint le leitmotiv de sa confession. Elle ne parlait pas de crimes de guerre. Elle parlait de crimes contre l'âme. Elle décrivait Adolphe comme un homme émotionnellement mort, incapable d'attachement sincère. Selon elle, la Première Guerre mondiale et les années de misère ne l'avaient pas seulement endurci, mais avaient brûlé en lui toute humanité. Il ne restait qu'une coquille obsédée par la grandeur, la pureté et le contrôle. Elle parlait de son incapacité pathologique à supporter la critique de ses explosions de colère soudaines et incontrôlables,
pour des motifs insignifiants de sa manière de voir les gens non comme des individus, mais comme des fonctions des outils pour atteindre ses objectifs. Il n'aimait personne, pas même notre mère. Il n'était capable que de posséder, aurait-elle dit selon un rapport. Et bien sûr, elle parlait de Jelly. Sans l'accuser directement de meurtre, elle laissait entendre sans ambiguïté qu'elle le tenait moralement responsable de sa mort. Elle décrivait l'appartement de Munich comme une prison au barreau doré. Elle racontait comment, par sa jalousie et son contrôle, il avait systématiquement détruit la psyché de sa fille. Il ne voulait pas qu'elle appartienne à quelqu'un d'autre, pas même à elle-même. Il voulait posséder son âme. Lorsqu'il comprit qu'il ne pouvait pas, il la brisa. Sa confession était un récit sur la lente corrosion de l'humanité, sur la transformation des excentricités, hommes manies et démanies, en une pathologie capable de justifier n'importe quelle cruauté. Elle ressentait une profonde honte. Honte d'avoir un jour laissé cet homme entrer dans sa vie, d'avoir confié sa fille à lui, d'avoir si longtemps gardé le silence en faisant partie de son système. Ce n'était pas une tentative de se justifier, mais un dernier effort désespéré pour dire la vérité. La vérité non pas sur le Führer monstre des affiches, mais sur l'homme étrange, vide et cruel qu'elle connaissait comme frère. Pourquoi le monde ne l'a-t-il pas entendu? Pourquoi ces témoignages sont-ils restés à prendre la poussière dans les archives pendant un demi-siècle? La réponse est complexe et multiple. Premièrement, après la guerre, le monde avait besoin d'une image simple et claire du mal. Hitler le tyran, Hitler le conquérant, Hitler le maniaque. Ces images étaient une pratique. Elles permettaient de tracer une ligne nette entre eux et nous, entre le mal absolu et le monde civilisé. L'histoire d'Angela était gênante. Elle brouillait cette ligne. Elle montrait le mal non comme quelque chose d'extérieur et d'étranger, mais comme quelque chose né de défauts bien humains, jalousie, égoïsme, soif de contrôle. Deuxièmement, ces paroles ne concernaient pas des ordres militaires ou des documents signés, mais le caractère de Hitler, ses motivations, son vide intérieur. Pour les procureurs de Nuremberg, cela était inutile. Ils s'intéressaient aux ordres, aux documents, aux signatures sous les sentences de mort, pas aux drames familiaux ou aux portraits psychologiques. Troisièmement, Angela elle-même était une figure compromise. Elle était sa sœur, avait vécu des années à ses frais, faisait partie de son cercle rapproché. Il était facile de rejeter ses paroles comme les divagations d'une vieille femme aigrie ou une tentative de rejeter la faute. Sa voix manquait d'autorité et son histoire fut ignorée. Les historiens ne la mentionnaient qu'en passant comme un détail biographique. Sa confession fut jugée indigne d'attention. Le monde avait déjà rendu son verdict et ne voulait pas le réexaminer. Il était plus simple d'étudier ses discours, ses livres, ses campagnes militaires, que de plonger dans les recoins sombres de son âme éclairée par la lumière vacillante des souvenirs de sa sœur. Pourtant, c'est précisément là que réside la valeur de son histoire. Elle nous rappelle que le plus grand mal commence souvent non pas par le fracas des canons, mais par un murmure discret dans une pièce fermée, par le contrôle d'une seule personne qui s'étend ensuite au contrôle d'une nation, par une incapacité à éprouver de la compassion qui se transforme en une industrie de la mort. Angela Hitler ne réécrit pas l'histoire du Troisième Reich. Elle y ajoute un chapitre manquant le plus terrifiant. Un chapitre sur la manière dont les monstres ne naissent pas, mais se forment. Parfois sous les yeux de leur propre famille, trop effrayée, trop dépendante ou trop aveugle pour tirer la sonnette d'alarme à temps. Sa voix discrète venue du passé n'est pas seulement une curiosité historique, c'est un avertissement éternel. Un avertissement que les vérités les plus importantes se cachent souvent non dans les grandes déclarations, mais dans les histoires que nous préférons ne pas entendre. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont précieux pour nous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos prochaines vidéos.